Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Café de la Paix. Le Café de la Paix est une initiative de l'espace culturel La Gare en collaboration avec GIZ, la coopération allemande. Une initiative aussi qui a le soutien de la radio Djoliba FM. Alors, une fois de plus, Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre fidélité. Ce soir, le Café de la Paix porte sur le thème rôle des communicateurs traditionnels dans le processus de paix et de réconciliation au Mali. Et pour ce faire, nous recevons M. Mamadou Ben Chérif Diabaté, président de la coordination nationale des associations des griots du Mali, chef des griots du district de Bamako, fondateur du Recotrad, ambassadeur de la paix et journaliste à l'ORTM pendant 40 ans, de 1976 à 2017. Avec lui, nous allons aborder la problématique du rôle des communicateurs traditionnels dans le processus de paix et de réconciliation au Mali. Pour rappel, le Café de la Paix est une initiative de l'espace culturel La Gare et de GIZ, la coopération allemande, avec aussi le soutien de Radio Djoliba FM. Monsieur Diabaté, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Dissa. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler de paix et de réconciliation. Oui. Alors, déjà à l'entame, monsieur Diabaté, qu'est-ce que c'est que la paix au juste? La paix, de mon point de vue, c'est l'aspiration de l'être humain à un bien-être et être en sécurité et être vraiment dans un endroit où il peut s'émouvoir en toute liberté, en toute tranquillité et en toute sécurité. Donc, c'est ce que moi j'appelle la paix. D'accord. Mais quand on va dans un pays, comment reconnaît-on la paix? Comment peut-on savoir que dans ces pays-là, il y a la paix? On peut le savoir par le va-et-vient, le mouvement qu'a justement les hommes, le trafic. Et donc, tout se passe bien. Chacun vague à ses affaires et librement et sûrement et en toute sécurité. En ce moment, il y a la paix. D'accord. Le Recotrad que vous avez fondé est un réseau de communicateurs traditionnels pour le développement. Pour le développement. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un communicateur traditionnel, monsieur? Un communicateur traditionnel, c'est un griot en charge de promouvoir l'éducation sur la base des valeurs traditionnelles. Le griot, ici, il est aussi un médiateur social. Le griot, il est le gardien des valeurs sociétales au Mali. Donc, le griot, il est aussi celui qui est en charge de faire les démarches pour le mariage, mais il fait aussi la médiation entre les familles, dans le ménage entre époux et épouse, dans la famille, dans le village ou dans la communauté. Donc un communicateur traditionnel, c'est celui qui a en charge de veiller sur la cohésion sociale et la paix dans la cité ou dans la communauté. Et cette cohésion sociale dans la société va très très mal aujourd'hui chez nous, monsieur Diabaté. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé selon vous pour que nous soyons dans une telle situation où apparemment rien ne va entre Maliens? Monsieur dit ça, vous savez, il faut d'abord, la cohésion sociale, elle a été inventée et bâtie sur des valeurs. Alors, quelles sont ces valeurs? Pour qu'il y ait cohésion sociale, il faut qu'il y ait des êtres humains ensemble, plusieurs ensemble dans en tout cas dans un espace. Et donc, il y a des règles et des principes qui ont été justement ceux-là qui vivent ensemble dans une communauté. Ils se sont dotés des règles et des principes
pour vivre ensemble. Ces règles et principes de vie ensemble, donc, définissent justement les règles de la cohésion sociale. Donc, chaque élément de la société a une responsabilité dans le maintien de la cohésion là, justement, pour qu'il ne faille pas. Bon, maintenant, ces éléments de la société, ils doivent être formés individuellement. C'est pourquoi, dans le ménage, tu vas voir que la maman, dès le jeune âge, il apprend son fils à parler, à distinguer justement son père du petit frère de son père, donc son grand frère de sa grande sœur, etc., etc., jusqu'à ce que tu grandis à 10 ans, parce qu'un enfant, c'est de sa naissance jusqu'à 7-8 ans, il est toujours vraiment dans les mains de sa mère, qui est son premier maître, son premier formateur. Donc, qui lui inculque certaines valeurs. Et ensuite, le papa, et ensuite, maintenant, la famille. Et ensuite, la communauté, et ensuite, à l'école, au médersa, et ainsi de suite. Donc, les règles et principes de la vie, bien définis et clairs, confient une responsabilité au griot. Maintenant, ce griot-là, il est respecté en tant que tel, en tant que gardien des valeurs. Les valeurs-là ont un propriétaire. Et donc, mais ces valeurs ont été confiées à quelqu'un. Donc, cette personne-là a une immunité. C'est pourquoi le griot a l'immunité, en tout cas au Mali. Il est bien respecté, même s'il n'a rien, même s'il ne chante pas, même s'il ne quémande pas. Dans une société au Mali ou dans un village, quand tu te présentes comme griot, tu es respecté. Tout à fait. Ça, le Malien, nous disons, nous les griots, on dit merci, merci, merci au Mali et aux Maliens. Et la cohésion sociale qui est donc bâtie sur des valeurs, des valeurs. que les griots alors, sont chargés de promouvoir. De promouvoir. Voilà, mais est-ce qu'aujourd'hui, ces valeurs, alors issues d'une autre époque, s'adaptent aux réalités actuelles? Est-ce que l'enfant, le jeune malien d'aujourd'hui connaît ces valeurs-là? Est-ce qu'il a pu les intégrer? Oui, si l'enfant malien aujourd'hui ne connaît pas ces valeurs, ce n'est pas la faute au griot, ni la faute, mais c'est le système. Vous savez, au départ, on a bâti, toutes ces valeurs-là ont été bâties sur des valeurs. Et on a chargé les uns et les autres de les promouvoir. Dans le village, les enfants, à partir de 9 ans, 10 ans déjà, donc, ils vivent ensemble. Donc on les apprend déjà à vivre ensemble. Tout à fait. Et ensuite, dans ce vivre ensemble, on les apprend à s'organiser, à avoir un leader. Mais les autres membres aussi du groupe ont des responsabilités. Il y a un qui est organisateur, il y a un qui est le chef du groupe, etc. Il y a un, lui, il est chargé de l'information dans le groupe. Il y a un qui est chargé des relations entre le groupe et les vieilles personnes. Vous savez donc, ça existait dans... C'est sur ces valeurs-là qu'on a bâti justement le Mali. C'est-à-dire la paix et la cohésion sociale ont été bâtis sur ces valeurs. Et la sécurité. Donc, tu vas voir les enfants à cet âge-là, à 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, donc ils vivent ensemble, on les apprend, souvent ils se bagarrent, et parce que le fait qu'ils se bagarrent est une opportunité pour les vieilles personnes, justement, de mieux les encadrer, et qu'ils évitent désormais de se bagarrer, et qu'ils n'ont aucune raison de se bagarrer. Donc on les apprend les valeurs sociétales, de vivre ensemble, dans la cohésion. Quel est l'objectif de se vivre ensemble? Et qu'est-ce qu'on vise? Nous visons la cohésion sociale qui va vous aider à être en paix, qui va vous aider un jour même face à un danger d'être plus fort pour affronter le défi et relever le défi, etc., etc. Donc,
quand les enfants vont comprendre, ils seront à jamais soudés. Donc, ils grandissent et ils vont être circoncis. Maintenant, après la circoncision, tu vas voir qu'ils deviennent encore plus forts. Ils ont compris les règles. Ils les ont compris. Les tâches sont bien définies et réparties. Donc, chacun a une responsabilité. Chacun joue un rôle dans la société. Mais si le griot du groupe, même au moment de les circoncire, c'est le fils, le griot qui est du groupe là, c'est lui qui va être le premier circoncis. S'il n'y a pas de griot, s'il y a un forgeron, il est le premier à être circoncis. Tout ça, c'est des règles et des principes établis. Donc, ce n'est pas un hasard. Maintenant, celui qui connaît... Bon, on dit qu'il y a de sourds que celui qui ne veut pas entendre. C'est-à-dire tout ce que je suis en train de dire. Bon, celui qui veut autre chose va te dire non, 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 tout ça. Mais or que... Mais tu ne verras aucune société dans le monde entier, que ce soit en Europe, dans les États-Unis ou bien... tu ne verras pas un État ou un pays qui n'est pas fondé sur des valeurs. Non, 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 il n'y en a pas. C'est vrai. Mais la grandeur du Mali, c'est justement ces valeurs-là, ça, il y en a peu. Parce que quand toutes les religions révélées, quand ils sont arrivés au Mali, ils ont trouvé que tout ce que les religions prônent, ils les ont trouvés au Mali ici. Donc, sauf que la prière, on ne savait pas le faire, mais les valeurs, on avait mieux. Donc, parce que nous, on avait les cases ici sans porte. Parce que tu mets la porte à une case, de peur des voleurs ou, en tout cas, des malfaiteurs. Donc, il n'y avait pas de voleurs, il n'y a pas de malfaiteurs. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler, surtout à nous, la nouvelle génération, quelques faits d'intervention des griots à installer ou à réinstaller la paix, la cohésion entre des entités ou entre des rois? Bon, ce que je peux rappeler, ça c'est des faits. En 1992, 1992-93, entre 92 et 93, il y avait des problèmes à Kita, tout près. Et puis il y a des témoins vivants. Il y avait une mésentente entre les familles des griots à Kita. Ils ne partaient pas, moi je ne partais pas chez toi pour des faits sociaux, je ne partais pas chez toi. Ça te baptême, mariage. Ma soeur est mariée chez toi, mais on avait arrêté de se fréquenter. Donc ça, c'était une difficulté. Ouais. Maintenant, le commandant de cercle de Kita à l'époque, c'était le commandant, il était Diabaté. Diabaté était le commandant du cercle de Kita à l'époque. Donc, moi, en 92-93, j'ai créé l'association des jeunes griots de Kita. Donc, moi, j'étais à Bamako, à Radio Mali, mais celui qui était à Kita, moi, je suis l'initiateur, mais j'ai fait de Bouakar Diabaté le président du jeune griot, parce que lui, il est à Kita. Bon, moi qui suis l'initiateur et le fondateur, je suis devenu le vice-président. Mais en fait, dans la pratique, c'était moi le président. Donc, chaque samedi, je venais à Kita. Et comment faire pour justement régler ce différend, ce malentendu entre les familles de griots à Kita? J'ai juste mis l'association des jeunes griots. Et toi et moi, on ne se parle pas, on ne se fréquente pas. Mais mon fils et ton fils sont dans l'association. Bon, chaque semaine, chaque samedi, on va passer la journée chez quelqu'un. Mais nos parents ne se parlent pas. Ils ne se fréquentent pas. Mais nous, on se fréquente et nous, on est ensemble. Ah non, les parents, ils n'ont pas gobé ça. Ça, ils n'ont pas compris. Donc, mais j'ai été informé, le commandant, qui était très content. Et qui nous soutenait en douce. Parce qu'il comprenait notre démarche. Donc, toutes les autorités du monde aspirent à ce qu'à leur époque, qu'il ait la paix. C'est vrai. En tout cas, un bon chef. Un bon leader, il veut la paix dans sa cité, dans sa communauté, dans son pays. Donc,
Et le problème, au bout de 3 mois, le problème était fini et il n'y a pas eu de réunion. Mais c'est fini de lui-même comme ça. Parce que les vieilles personnes ont compris que là, c'était un défi à eux. Ouais, de se retrouver. De se retrouver parce que les enfants sont en train... Et parce que chaque mois, on organisait une grande manifestation de griots, de danse, de chants et de danse de griots à Kita. Mais chaque samedi, on passait la journée chez quelqu'un. Donc les vieilles personnes, ils ont arrêté. Ouais. Ça, c'est un acte qui a été posé tout près. Et vraiment, ça, c'est pas dans l'histoire. Et à l'époque, l'association des jeunes griots, il y avait l'ensemble instrumental des jeunes griots de Kita. Il y a Marietou Diabaté, que Salif Keita avait mariée. Là. Elle était toute petite. Elle avait 9-10 ans à l'époque. Et elle faisait partie de cet ensemble instrumental. D'accord. Donc, ça c'est un exemple. Et les images sont à la télévision malienne. D'accord. Maintenant, quand on regarde les valeurs de notre pays, de notre nation, et quand on regarde l'évolution même dans l'éducation de l'enfant aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas lieu de se demander si la nouvelle génération écoute réellement le griot? Oui, le problème de l'éducation, tu sais, nous venons de très loin si tu parles de l'éducation. C'est quand le fait de ne pas écouter d'abord le griot, ça a commencé, c'est l'effet du complot qui a commencé depuis les années 50. Tu sais, petit à petit, le colonisateur, ou en tout cas je ne sais pas qui, ils ont amené des systèmes pour détruire justement les valeurs sociétales. La chefferie traditionnelle a pris un coup. Ça, c'était... Ensuite, ils sont venus, ils se sont attaqués au mécanisme de l'éducation. En 1962, on a amené la réforme de l'éducation. En 1963, ils ont amené une nouvelle politique de libertisme. Et c'est en 1963 que Tata Bambo a chanté Bambo minkadi mi okadi nyokoma. Bambo, hein, Mousso Kera Horogne. Mais Mousso n'était joyeux. La femme n'était pas une esclave. Non. Mais la société s'était dotée de principes de vie et des règles pour pouvoir bien éduquer, bien encadrer l'enfant. Pour que l'enfant il puisse être utile à sa famille, à la communauté, mais à son pays. Et pour ça, il faut être encadré. C'est comme dans l'armée, comme dans un camp militaire. Mais on recrute, c'est pour former les jeunes, c'est pour qu'ils soient utiles au pays. Donc tu dois te former au métier des armes. Un enfant aussi, il doit te préparer depuis à la maison du berceau, justement à la primaire, au jardin d'enfants, et puis jusqu'à l'école. Maintenant, ce système-là, la réforme de l'éducation en 1962, ils ont enlevé, parce qu'il y avait le pilori, il y avait à genoux, il y avait les punitions. Les punitions, ils sont entre sévères et méchants. Les punitions, une punition, c'est sévère, mais ce n'est pas méchant. Non. Non. Il faut regarder dans le dictionnaire. Ce n'est pas le même sens. Robert Kadjougou, Robert Kafari, ils n'ont pas le même sens. Non. Donc, dans le dictionnaire, ils n'ont pas le même sens. Donc, l'école, à l'époque, était complémentaire du système qui partait de la maison. L'école le complétait. Donc, c'était pour mieux encadrer l'enfant, bien le former. Donc, c'était ça l'éducation. Et là, c'est ce qui a amené la fierté du Mali et du Malien. Mais il fallait détruire ce système. Donc, ils ont amené la réforme de l'éducation en 1962. Et la suite logique, on a essayé de dévaluer un peu, de déchirer un tout petit peu le tissu social. Tu sais, ça a commencé depuis 7 ans. Jusqu'en 2020, enfin en 2019, nous assistons en tout cas à la création des régions. Et les régions ont été créées sur la base des ethnies. Une ethnie, une région. Tu as vu ça dans quel monde? Et c'est pour faire quoi? C'est tout. Ça, c'est justement contre la cohésion sociale. Et c'est pour détruire justement le tissu social, la cohésion qui existe entre le Mali et les Maliens. C'est pour détruire. Donc, les enfants aujourd'hui
qui sont les fruits de ce système, qui sont nés dans ce système. Non? Ce système qui a pris des coups au fur et à mesure. Donc tu vas voir qu'ils n'ont pas d'oreille pour les griots. Et les jeunes griots de maintenant, eux également, ils sont faibles parce qu'ils ne sont pas bien formés. Ils ne sont pas bien formés à l'éthique et à la déontologie du guérilla. Ils ne sont pas bien formés à cela. Et donc là aussi, c'est une faiblesse. Mais les jeunes aujourd'hui qui ne sont pas des griots, nos Djatigi, mais eux aussi, ils ont pris un coup. Parce qu'ils sont les enfants issus d'un système éducatif qui a pris un coup. Ce système éducatif aujourd'hui est très faible. Il y a une faiblesse là-dedans. Donc, il y a 20 ans, depuis 1991 jusqu'en 2020, il n'y a pas eu d'école réellement dite, d'école digne de ce nom. C'est-à-dire de l'ouverture jusqu'à la fermeture, qu'il n'y a pas eu de... Non, il y a eu toujours des grèves, tout ça, donc il n'y a pas eu de formation réelle, d'école réelle. Et donc, tout ça, c'est voulu, c'est calculé, c'est des complots ourdis contre le Mali et le Malien, contre le système très fort de gouvernance qui avait été imprimé depuis en 1100 et jusqu'en 1200, donc jusqu'à une période récente. C'était bien calculé, bien bâti. C'était pour que le Mali reste très fort, très soudé. Parce qu'au moment où il n'y avait pas encore le problème de l'armée au Mali, à l'indépendance déjà, tu avais l'armée malienne, la gendarmerie, la police, la garde républicaine, tu avais la douane et les eaux et forêts. Comme si ça ne suffisait pas, mais il y avait les camps civiques. Ces camps civiques, tu sais pourquoi? C'était pour former tous les jeunes, filles et garçons, du village au métier des armes, à se défendre en cas où. On dit qui veut la paix, prépare la guerre. Donc, quand tu nais, fille ou garçon, tu es un citoyen. Donc, au Mali, en tout cas, on te préparait déjà. À partir de 9, 10 ans, 11 ans, 12 ans, on te préparait déjà à être vraiment un soldat. Le soldat pour la paix et le soldat pour le développement. Et c'est ce qui fait la fierté du Mali. Donc, pour répondre à ta question, après ce descriptif, tu vas voir que les enfants qui sont nés à partir de 1980, issus de ce système éducatif très faible, mais ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas vu ces valeurs positives maliennes qui font la fierté du Malien, ils ne les ont pas vues. On ne les a pas enseignés à l'école, on ne les a pas dit à la maison. Bon, donc, ils ne les connaissent pas. C'est donc au bénéfice de l'ignorance qu'ils se comportent comme ça. Moi, je ne les en veux pas, je ne les accuse pas, mais j'en veux justement au système. Et ce système-là peut être changé par justement ceux-là qui ont eu la chance d'être des présidents de la République. Il faudrait qu'ils soient vraiment des chefs et dignes de ce nom, et puis avec un courage de prise de décision pour pouvoir vraiment redresser le pays autour d'un système éducatif très fort. Parce que tout ce que tu vois comme faiblesse au Mali, la faiblesse dans les ressources humaines, il faut commencer par ça. Donc il faut le renforcer. Il faut renforcer les ressources humaines. Et ce renforcement-là, c'est autour d'un objectif. Et l'objectif, c'est la paix et le développement. Donc tu prépares les hommes autour de ça. Et cela ne peut se faire qu'à travers l'éducation. Et donc, quand on a ça, avec un chef qui a vraiment le bâton, parce que les êtres humains, mais on ne peut pas encadrer quelqu'un vraiment seulement par la cravate. Par la cravate. Non, c'est par le fouet, mais étant sévère, mais pas étant méchant. Pas étant méchant, oui. Parce que l'être humain, il est à contrôler. Si tu ne le contrôles pas, si tu ne l'encadres pas, il est comme un animal. Les gens ignorent, ils oublient. Quand tu as des gens aujourd'hui,
les filles, ils mettent l'enfant au monde et puis ils les prennent pour aller le mettre dans le cabinet. Ah! Quand tu entends ça, ça doit te faire peur. Et tu vois des jeunes, des très jeunes, qui vont arrêter quelqu'un et puis le tuent froidement comme ça. Pour une moto. Pour une moto. 350 000 francs. Oh, ils vont revendre ça. Alors, donc, c'est pour te dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut encadrer. Cet encadrement-là, il est impératif. Sinon, on va avoir encore pire que ça parce que nous devenons des animaux. Maintenant, dans un Mali quand même où la paix est plus que jamais menacée, parce que notre thème même c'est ça, le rôle des communicateurs traditionnels dans le processus de paix et de réconciliation au Mali. Donc dans ces mêmes Mali où la paix est vraiment menacée, que ce soit au nord, que ce soit au centre, que ce soit un peu partout, la paix est plus que jamais menacée. Quel peut être le rôle du communicateur? Voilà, juste. C'est le rôle du communicateur. Merci beaucoup pour cette question, Dissa. Monsieur Dissa, moi, j'étais à l'université en 1999 quand j'ai eu une bourse. Donc, le thème de mon mémoire de fin d'études, c'était rôle et place de la communication traditionnelle dans l'ancrage de la démocratie en Afrique, cas du Mali. Bien. Et c'est sur cette base que moi j'ai justement créé le Recotrad dans les 49 cercles du Mali. Parce que la connaissance que j'ai du Mali, à travers mon travail à la radio Mali, donc je me suis dit que dans tous les cercles du Mali, il y a des griots. Donc il y a des communicateurs traditionnels. Donc il fallait mettre d'abord l'association en place, ensuite les former. Il faut les former. Il faut les dire. Être griot seulement, jouer le ngoni seulement, ça ne suffit pas. Mais il faut que nous nous impliquons dans la communication pour appuyer le commandant du cercle, dans le recouvrement des impôts. Il faut appuyer la police dans la sensibilisation de la population, donc les services de sécurité. Donc, mais il faut appuyer aussi la santé. Un médecin-chef, dans le ratio de l'Organisation mondiale de la santé, il faut un médecin pour, je crois, 10 000 habitants ou quelque chose comme ça. Mais le médecin, au moment où il est en train de s'occuper de l'aspect clinique, l'aspect de soigner les gens, mais au même moment, s'il doit faire passer aussi le message, mais c'est trop pour le médecin. Il ne peut pas. Donc, les communicateurs traditionnels, nous, on peut venir, le médecin peut nous former, et nous, on peut l'appuyer dans la diffusion des messages dans le village. Pendant que lui, il est dans les cliniques. Pendant que lui, il est en train de soigner les gens. Donc, le communicateur traditionnel, en ce moment, il sera utile à la communauté. Donc, il peut aussi contribuer à promouvoir les droits de l'homme dans la diffusion, la justice. Le juge, au moment où il s'occupe vraiment de juger les gens, et au moment où il est dans les dossiers, mais la population, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Mais la loi doit être diffusée. Elle doit être dite pour que les gens entendent, pour qu'ils apprennent. Sinon, là aussi, c'est une violation de la loi. Pendant que le juge est dans le juridique, le communicateur traditionnel doit être formé d'abord, et ensuite il doit dire le béaba pour que la population puisse savoir quels sont mes droits, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Mes devoirs. Mes droits et devoirs. Donc, moi, c'est dans cet objectif, dans cette vision que j'ai créé le réseau des communicateurs traditionnels. C'est bien que tout aspect technique a besoin d'une communication traditionnelle. Et mieux, tu sais, ils ont fait aussi les mêmes coups ourdis contre le Mali. Tu sais, il y avait une seule association pour les musulmans, c'était l'AMIPI. Donc, on l'a cassé, pour en faire plusieurs. Ils ont amené le syndicalisme, c'était l'UNTM. Il fallait en casser pour en faire plusieurs, pour les affaiblir. Ils ont fait la même chose au Recotrad. En 2010, ils sont venus... Qui a vu d'abord, dans une structure associative, les textes juridiques disent que l'association fait une assemblée générale, mais jamais un congrès. Le congrès, c'est les partis politiques, mais ce n'est pas une association. C'est soit les syndicats ou bien les partis politiques qui font le congrès. Mais les structures associatives, dans les textes juridiques de base, de création d'une structure associative, c'est les assemblées générales. Au lieu d'aller en assemblée générale, qui est recommandée par les statuts et le règlement du Recotrad, mais les politiciens se sont cachés et puis appuyés par vraiment
les gens mal intentionnés, en 2010, ils ont infiltré le Recotra pour dire non, il faut aller à un congrès. Et quand j'ai compris que c'était un complot qu'ils voulaient, j'ai dit non, moi je démissionne. Et j'ai démissionné de la présidence, mais je reste quand même le fondateur et le récipicé est à mon nom. À moins qu'il y ait des bandits encore pour aller changer ça aussi. D'accord. En tout cas. Donc, le rôle du communicateur traditionnel, c'est les communicateurs traditionnels de Abebara, à Kidal. Eux, ils doivent en tamashek, c'est des griots tamashek, c'est eux qui connaissent le milieu. Donc, ils doivent pouvoir les sensibiliser. Mais les communicateurs traditionnels de Mopti, c'est des peu. Là, c'est des mabos. Donc, ils doivent pouvoir mieux sensibiliser. Mais quand tu vas à Gao, Tombouctou, les communicateurs traditionnels, c'est les Garassa. Le Garassa, c'est eux qui peuvent justement sensibiliser le Songwe, justement en ce qu'il faut faire, en ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, ailleurs, quand tu viens à Sikasso ou quand tu vas à Kolokani, les communicateurs traditionnels de ces régions-là, eux là, c'est des forgerons. Mais il faut les former. Dans le Kasso, vers Kai, mais c'est des griots. Et dans le Mandé, etc., c'est des griots. Mais est-ce que tu vois le charme? C'est-à-dire, quand tu vas dans le Mopti, c'est des peuls, mais quand tu vois, ça c'est Mabo. Donc les communicateurs traditionnels au Mali, tu as le Djeli, Numu, Fina, Garanke, Mabo, Sake, Garassa. Ceux-ci-là ensemble, c'est eux qui forment le communicateur traditionnel. Chacun dans son aire culturelle où il vit, il doit être important, il doit être utile dans l'information et la sensibilisation pour le développement, pour la paix. D'accord. Donc voici le rôle que nous, on doit juger. On va revenir au rôle, sauf qu'il y a un internaute qui nous envoie une question. Oui. Comment faire revenir nos valeurs traditionnelles comme la solidarité et le pardon dans le cadre familial, sachant que la structure familiale au Mali a changé? Oui, on peut les amener. D'accord. Moi, de mon point de vue, si c'est aujourd'hui, les structures ont changé. Moi qui suis là, griot, mes garçons qui ont eu l'âge de se marier, quand tu te maries, je te donne un terrain, un lot. Donc tu es en charge de construire ton lot, donc ça veut dire que tu dois quitter ma maison. Tu as vu que les choses changent. Mais le regroupement familial, il existe toujours au Mali. Lors des fêtes, quel charme tu as à voir les ressortissants de la région de Ségou. Oui. Hein? C'est des ministres futiles, cadres, grands cadres, hauts cadres futiles, mais ils se regroupent tous à Ségou. Oui. Avec leurs épouses et les enfants. Ça, c'est charmant. Mais ils regardent le mariage à Banamba. Mais ça, c'est charmant. Tu ne vois ça nulle part. Tous les ressortissants viennent. 200 mariages dans le même village. Toutes les familles, ensemble. Ouais. Oh, il n'y a pas de solidarité mieux que ça. Donc au Mali, là, toutes ces questions-là, ceux qui les posent, là, c'est des gens qui sont... C'est les branches des gens qui sont en tout cas dans les complots toujours. Sinon, ce qui existe, on doit aller justement à renforcer l'existant. Ce renforcement, on peut le faire comment? Il faut initier, par exemple, quand on dit il y a le café de la paix. C'est des lieux de rencontre. C'est des historiens qui ont créé cet espace. Ils savent, quand ils étaient jeunes, comment on faisait. C'est la même. Pour nous, les anciens, en tout cas, enfin, nous, les jeunes anciens. Bon, parce que moi, j'ai mes aînés, ils vont me tirer les oreilles. Mais nous, les jeunes anciens, nous, on sait que dans une période récente, en les années 60 déjà, mais comment ça se passait au Mali? Donc, il faut multiplier les espaces de rencontre de la jeunesse. Et il faut créer aussi des espaces d'éducation. Ces espaces d'éducation, il faut aujourd'hui, moi pour mieux répondre à votre question, vous ne savez pas, je suis le chef des griots du district de Bamako. Dans l'histoire des griots au Mali, il n'y a pas de vestibule de griots à Bamako, qui est la capitale. Aucun président n'a pensé à ça, pas de gouverneurs qui ont pensé à ça, pas de ministres de la culture qui ont pensé à ça. Moi, j'ai loué en tout cas un siège qui est le siège de griot du Mali. Et le siège se trouve à Djikoronibar. Pour payer la location à chaque fin de mois, mais il y a deux personnes qui me soutiennent.
Ousmane Madame Chérif Aïdara et puis le professeur Dolo. C'est les 2 personnes au Mali, à chaque fin de mois, ils disent de ne pas dire leur nom. Ils ne veulent pas, s'ils entendent ça, ils ne seront pas contents de moi. C'est eux qui appuient, qui sont en train de m'appuyer dans le paiement justement de la location du vestibule des griots du Mali. J'ai initié cela pourquoi? Pour que ça soit un lieu de rencontre pour tous les griots du Mali. Et pour faire quoi? Pour dialoguer, pour débattre les problèmes sociaux. Pour que les griots soient ensemble, plus forts ensemble, et que nous puissions, par exemple, face à la situation que le Mali vit aujourd'hui, les griots du Mali, on allait être vraiment au devant de la scène. Mais, puisque les griots ne sont pas ensemble, mais le lieu est là, il y a un chef. J'ai été élu. Bon. Maintenant, il y a un siège que j'ai pris. On a fait des communiqués, on a fait des plaques. Mais les griots ne viennent pas. Maintenant, je dois être appuyé. Je t'ai cité 2 personnes qui m'appuient pour le paiement du siège. Mais d'autres personnes doivent m'appuyer pour faire venir justement les griots de leur famille pour qu'ils rejoignent justement le groupe. Tout à fait. Il ne s'agit pas d'aimer Ben Chérif. Non. Mais le rôle du griot, ils sont nés griots, donc ils doivent pouvoir l'exercer pour la paix et la cohésion dans leur pays. Mais est-ce que vous avez l'impression ou la certitude même que nos pouvoirs publics aussi font appel aux griots? Est-ce qu'ils sollicitent l'aide des griots dans tout ça? Non, c'est parce que les responsables politiques, administratifs, ils ne font pas ça. Ils ne font jamais appel aux griots. Et regarde ce que moi j'ai fait pour pouvoir corriger. À l'époque, c'était avec Amadou Toumani Touré, il était président de la République. Moi, j'ai proposé de mettre un membre du Recotrade dans chaque ministère pour appuyer le ministère dans la gestion des affaires sociales. Et dans la communication. Bon, moi, c'est ce que j'avais proposé. D'accord. Dans la communication et la gestion des affaires sociales du département. Parce que le griot, en tout cas à travers le Recotrade, il allait recevoir une formation conséquente, conformément à cet objectif. Mais, bon, les choses n'ont pas bien marché. Donc, mais, pour répondre à la question, les responsables politiques administratifs, ils ne font rien pour appeler, solliciter, en tout cas, le service des griots pour les causes de la nation. Non, non. Je me rappelle une seule fois, Kafougouna, paix à son âme, le général Kafougouna, quand il était ministre de l'administration territoriale, il a fait appel aux communicateurs traditionnels dans le problème qui a à la frontière du Mali et de la Guinée, vers Yanfoïla, Siradjouba, il y a un village Siradjouba, il y avait eu une attaque à la frontière entre le Mali et la Guinée. Kafougouna avait justement fait appel au Recotrade, il nous a utilisés et le problème a été réglé sans bruit et avec des excuses. Mais une de vos questions, pour faire revenir la cohésion, la solidarité, mais c'est facile. Les autorités maliennes, on a un ministère de la Culture qui n'a jamais appelé les griots. Jamais. Non, ils ne nous appellent pas. Moi-même, en tant que chef de griots, j'ai écrit 1000 fois au ministre de la Culture. Mais ils n'ont jamais répondu. Ils ne veulent pas. Le président de la République du Mali, mais il est né dans une famille où il n'y avait que des griots. Et lui-même, il connaît. Et tout le monde a vu Bako Dagno avec le président de la République du Mali aujourd'hui. Que Bako était la griotte attitrée du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Donc il connaît. Tu n'as pas un Malien qui ne connaît pas le rôle et l'importance du griot. Non. Mais malheureusement, les plus hautes autorités ne nous font pas appel. On ne sait pas pourquoi. Et je veux renchérir pour dire. Allez-y. Si c'était la politique qui était le plus fort, le plus bon et le plus bien, on allait avoir un Mali aujourd'hui, un Mali de paradis. Mais c'est tout le contraire. La grandeur du Mali, mais les griots en sont là-dedans pour 80%. Pour 80%, les griots sont dans, en tout cas, la grandeur que le Mali a eu à connaître. Mais les aspects politiques de développement, autre tout ça, tu sais, quand tu prends l'aspect économique, mais les griots ont toujours travaillé en douce pour pousser les gens à travailler et à être dignes et nobles. Mais
C'est ces paroles que le griot porte là, à pousser les gens à bien travailler et puis à s'acquitter des impôts, etc., pour contribuer justement à l'économie. Mais le griot, il a parlé hein, aux jeunes, aux garçons, pour qu'ils soient forts, pour les rappeler la citoyenneté, l'importance de la citoyenneté, pour qu'ils s'engagent justement au développement pur et dur, au développement durable de la communauté, et de ne pas voler, et de ne pas être un paresseux, de ne pas, etc. Ouais. Donc le griot, il invite, tu as vu, le citoyen à la dignité, au travail bien fait qui anoblit l'homme. Mais donc, les griots, mais si on nous faisait appel, M. Dissa, si on faisait appel au griot, le griot, c'est lui qui a toujours conseillé le chef sur le droit chemin. C'est lui qui a éduqué les enfants du chef sur le droit chemin, hein, sur les valeurs de la noblesse, de la dignité. Un chef ne doit pas dire ça, un chef ne doit pas manger ça, un chef ne fait pas ça. On apprend ça au chef, les fils de chef. Ensuite, dans la communauté, le griot, il avait en charge de veiller sur justement le comportement de tous les citoyens. Mais quand tu sors dans le village, tu as peur que le griot te voit faire vraiment des bêtises. On n'a plus peur du griot que du soldat, chef, que du chef. Parce que ça, c'est à cause de certaines valeurs qu'on a inculquées aux citoyens, aux Maliens. Sauf qu'il y a aussi des gens qui pensent que ce griot d'antan est en train de disparaître aussi. Mais il disparaît avec le système que j'ai décrit tantôt. Parce que c'est normal. C'est-à-dire, il y avait les instituteurs. On a changé, on a dit enseignant. Mais tu sais pourquoi? Regarde dans le dictionnaire, instituteur et enseignant, ils n'ont pas le même sens. Donc, c'est pour te dire, c'est des complots ourdis. Non, sinon, il s'agit d'affaiblir les ressources humaines pour qu'on puisse vraiment vous avoir. Votre pays là, il est bon, il est riche en sous-sol. Donc, sous la terre et sur la terre, le Mali est riche. Maintenant, on doit vous enlever. Parce que quand le colonisateur est parti, avant de partir, il avait en tout cas toutes les informations sur tout ce qu'on avait comme ressources. Donc, il faut qu'il revienne sous un autre manteau. Bon, il est revenu sous ce manteau et voilà, il va pas vous n'allez pas connaître la paix comme ça. Sauf si vous voulez la paix et à travers les communicateurs traditionnels. Mais nous avons des valeurs positives. Nous avons des grands magistrats, nous avons des grands professeurs, des chercheurs. Mais il faut les mettre ensemble. Mais c'est ce que justement l'Europe a fait. L'Allemagne n'est pas plus fort comme ça. Les premiers intellectuels les premiers dirigeants de l'Allemagne ont réuni pour pouvoir les sortir des trucs et tout ça, et puis en Russie. Quand ils ont hésité, tout ça, il les a tous tués et puis il a amené d'autres. Mais on connaît tous l'histoire. Mais ces autres-là qu'on a amenés là. Mais voici, c'est eux les puissances du monde. Tu sais, pour bâtir une nation, la nation s'est bâtie sur des valeurs. Et ces valeurs-là sont tenues par des hommes. Et ces hommes-là sont fabriqués. Ils sont formés, éduqués dans un sens vraiment qui fait la fierté et la dignité pour la paix et pour la cohésion et pour le développement durable. D'accord. Et comme il ne nous reste plus que 5 minutes, M. Diabaté, dans un pays où le dialogue connaît une très grande rupture. Le dialogue. Voilà, le dialogue connaît une très très grande rupture. On n'arrive plus à dialoguer. Il faut que les autres viennent même alors nous aider à nous parler. Alors, comment interprétez-vous tout ça vous-même? Non, moi, c'est une honte. C'est une honte. On dit que Niga ou le Djougoufa, Dotabiki, on a des grands griots ici. On a des grands religieux au Mali, en chrétien comme en musulman. Tu sais, la Bible et le Coran, ils ont un point commun. Un seul point commun. Tu sais, je vais te le dire, pour que la jeune génération apprenne. Justement. C'est le pardon. Dans la Bible ou dans le Coran, Dieu a parlé 1000 fois sur le pardon. Il faut voir le sens du pardon. Et dans le dictionnaire, il faut voir le sens du pardon. Dans le Coran, il faut voir le sens du pardon. Et dans la Bible, il faut voir le sens du pardon. Et le
griot, le communicateur traditionnel, il ne prône que le pardon. La tolérance, la joie de vivre. Donc, le dialogue, aujourd'hui, nous assistons vraiment à la faiblesse du dialogue au Mali, mais parce que ceux qui ont en charge de nous diriger, ceux qui ont en charge de diriger le pays, non, ils n'ont pas besoin justement des enfants du pays. Sinon, il faut les utiliser, mais correctement, et comme prévu par les principes et les règles sociales établies. Parce qu'il y a la loi. Et la loi, elle ne vaut que quand elle est bien appliquée. Et appliquée par qui? Par des hommes aussi bien formés. Sinon, la loi ne sera pas la loi. Parce que quand tu prends une très bonne loi, tu donnes à des hommes mal formés, c'est comme si tu donnes le fusil à un mauvais soldat. Donc, tu sais, c'est des choses, c'est terre à terre. Maintenant, quand tu prépares les griots qui sont bien préparés, bien formés, mais ils deviennent tellement utiles, tellement forts. Mais quand tu vas prendre des jeunes qu'on va bien former aujourd'hui à nos valeurs sociétales, et puis aux valeurs modernes aussi de la vie, de la société, c'est très bien. Ils vont devenir des hommes modèles. Mais tu vois en 1960 la Chine, et tu vois la Chine de 2020, mais la Chine vient de tout près là. C'est vrai. Le Mali qui apportait justement de l'aide à la Chine, mais regarde aujourd'hui, la Chine apporte de l'aide à tous les pays du monde. Donc, mais c'est quelqu'un qui l'a fait. Mao Zedong. Parce que ça s'est fait avec le fouet. Un homme, les hommes, il faut lire le Coran, il faut lire la Bible. C'est pas avec les caresses qu'on fabrique l'homme. Ah non, non. Tu sais, on gagne à la sueur de son front. Donc il faut travailler. Mais le fouet n'est-il pas antidémocratique? Non. Quand tu parles de démocratie, tu parles d'abord de la langue de Molière, mais ensuite, mais avant la démocratie là qui est partie du latin, de l'italien, donc il faut faire beaucoup attention. D'accord. Il faut connaître l'histoire de l'Italie, qui est le berceau vraiment de l'Europe. C'est latin. Mais quand ils ont fait, quand ils ont dit, ils l'ont fait avec le fouet. Mais ça ne veut pas dire... Je dis, il faut faire attention. Si votre démocratie, c'est taillé à la mesure de l'homme qui le dit. Cette toile dit ça, tu veux que... Voilà, tu vas dire démocratie, c'est ce que moi dit ça, je veux. Et ça, c'est très grave. Tu sais, quand tu laisses l'homme à lui-même, de faire ce qu'il veut, mais il ne fera que du mal. Or, la démocratie, elle est très claire. Ma liberté s'arrête là où ta liberté commence. Si c'est vrai, je dois te respecter. Tout à fait. Mais si tu ne me respectes pas, donc il y a problème. Donc votre démocratie est tellement fragile et tellement mal... Parce qu'il n'y a pas une bonne définition à votre démocratie. Alors, comme nous sommes presque au terme de cet entretien, alors quel est votre dernier mot à l'endroit des Maliens, surtout à l'endroit de la nouvelle génération? À l'endroit de la nouvelle génération, aujourd'hui, la jeune génération, moi, je les aime bien. Je les invite à être soudés, à nous approcher davantage pour pouvoir fédérer les initiatives. Tu sais, tu as au Mali aujourd'hui près de 40 associations pour la paix. Ils n'ont qu'à se mettre ensemble. Ils deviennent très forts. Et le Recotrade, dans cette situation politique, fait dans quoi cette situation exactement? politique, le Recotrade, moi, je t'ai dit, à l'origine, je suis à l'origine de la création. La vision que j'avais, et ce n'est pas fini, parce que moi, j'ai le reste. Mais le Recotrade est un projet de plus de sur 40-50 ans. Dans la création du Recotrade, je parlais de ma mort. C'est-à-dire après ma mort, comment est-ce que le Recotrade doit être fait? Moi, c'est un livre qui va sortir du Recotrade. Donc, mais c'est sur quelle base? Il faut préparer les hommes, il faut les former, la jeune génération. Moi, mes enfants, ils ne sont pas comme moi. Moi, mon père, il m'a frappé. Moi, j'étais frappé à l'école. Mais mes enfants, moi, je ne les ai pas frappés. Ils n'ont pas été frappés aussi à l'école. Donc, tu as vu que le monde change.
Maintenant, il y a un autre mode d'éducation que je dois imprimer à mes enfants. Donc, ce même mode-là, il doit être élargi à la jeune génération. Mais avec quelles valeurs surtout? Avec justement les mêmes valeurs sociétales maliennes. Mais, tu sais, moi je suis très jeune. Il y a 1000 personnes comme moi au Mali. Dans toutes les régions, dans tous les cercles, il y a des gens plus valeureux que moi. Il s'agit seulement d'avoir la volonté de les réunir. Et on devient tous forts. On les unit. Tu sais, le Malien, nous, on est très... Moi, par exemple, je fais ce travail. C'est pas pour gagner de l'argent là-dedans. Je n'ai pas de salaire. Et regarde, je te dis, il y a 2 individus qui sont en train de me soutenir pour payer la location, les frais de location. Sinon, mais ma passion, moi j'enlève une partie dans ma passion pour aller payer la location. Il y a des gens qui peuvent témoigner ça. Donc, la jeune génération, je conseille à la jeune génération de se mettre ensemble. Il faut qu'ils abandonnent vraiment les considérations individuelles. Pour être très, très fort, il faut être unis. Donc, il nous qu'à s'unir autour d'un seul objectif, la paix et le développement pour le Mali. Merci, M. Diabaté. S'unir autour de la paix et le développement au Mali, tel est le dernier mot de notre invité de ce soir, M. Mamadou Ben Chérif Diabaté, président de la coordination nationale des associations des griots du Mali, chef des griots du district de Bamako, fondateur du Recotrad, ambassadeur de la paix et journaliste à l'ORTM de 1976 à 2017. C'était votre émission, le Café de la Paix, sur le rôle des communicateurs traditionnels dans le processus de paix et de réconciliation au Mali. Alors c'est une initiative de la gare de GIZ de la coopération allemande avec le soutien de la radio Djoliba FM. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et passez un excellent week-end.